Bonjour, Chu Ganabila. Je vous invite aujourd'hui à revenir sur les rapports entre Kano Jigoro, donc le fondateur du Kodokan Judo, c'est-à-dire comme on dit en français le judo Kodokan, et les arts martiaux okinawanais. Donc dans mon livre, Le karaté en 90 dates, Kano apparaît à deux reprises, une fois concernant l'année 1922, et une fois en 1927. Si l'année 1922 est assez bien connue dans l'histoire du karaté, vu que c'est l'année au printemps quand Funakoshi arriva à Tokyo, et qu'il fut plus ou moins, on va dire, guidé par Kano, en tout cas beaucoup aidé. L'année de 1927 l'est beaucoup moins, et je vais donc un peu revenir déjà dessus. Donc comme c'est détaillé dans le karaté en 90 dates, en 1927, Kano vient à Okinawa pour des affaires liées au judo. C'est aucunement parce qu'on l'a invité pour lui présenter le karaté, ou parce qu'il s'intéressait au karaté, parce que ce qu'il avait vu avec Funakoshi lui semblait bien, mais un peu superficiel et qu'il voulait en apprendre plus. Non, tout simplement, il venait à Okinawa pour des affaires liées à son art martial. Mais Kano étant quelqu'un de très connu et de très respecté, ça s'est forcément su qu'il venait, et le milieu du karaté et des kobudo l'a su et a aussi décidé d'organiser des manifestations en son honneur, c'est-à-dire des démonstrations. Donc, c'est pas un hasard si en fait ceux qui se sont chargés de diriger ces démonstrations étaient Mabuni Kenwa et Miyagi Chōjun, personnages que l'on retrouvera quelques années plus tard, surtout pour Mabuni, à la métropole, pour développer le karaté. Miyagi, dans une moindre mesure, il faisait plutôt des allées et venues, et c'est ce qui explique pourquoi la Shito-ryu et la Goju-ryu sont devenues, après la guerre, des écoles importantes à la métropole, et qu'elles avaient une place prépondérante au sein de la fédération japonaise de karaté, la fameuse JKF. Mais revenons à Kano. Donc, comme on le sait, Kano était quelqu'un de très progressiste. À mon sens, c'était même un progressiste patenté. Il suffit déjà de savoir pourquoi est-ce qu'il a choisi le judo quand il était jeune. Il a pratiqué beaucoup d'autres sports. Il s'était tourné vers l'athlétisme, le baseball, je crois. Et en faisant des comparaisons plus ou moins empiriques et scientifiques, il s'est décidé de se mettre au judo pour... enfin plutôt à l'époque c'était le jujutsu, c'était l'Akito je crois, ou bref l'autre. En tout cas il s'est tourné vers le jujutsu avec une idée bien précise derrière la tête. Et justement ce qu'il avait derrière la tête, c'était de développer les arts martiaux japonais, on va dire les plus simples, c'est-à-dire c'était pas le sabre, c'était pas le tir à l'arc, c'était les arts martiaux à main nue, ce qu'on appelle le jujutsu, dit aussi taijutsu. Bref. Donc il voyait les choses en grand pour les arts martiaux, qu'il voulait en fait transformer en sport pour tous, mêlant éducation physique et progrès social. Et ce qu'il se passait à Okinawa depuis le début du XXe siècle avec l'action d'Itosu lui plut forcément, et il était sans doute aussi conscient que sa méthode, donc qui reposait surtout sur les projections et avec un petit peu de sol, était un peu pauvre justement en tout ce qui était percussion, c'est-à-dire coup de poing et coup de pied. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il s'est intéressé au karaté quand il en a vu avec Funakoshi en 1922 et ensuite en venant à Okinawa en 1927. Donc en 1927, là on lui montre du Narate,
par l'intermédiaire de Miyagi, et du Shurite avec Mabuni. Mabuni aussi qui se chargea, je ne sais pas si c'est lui-même, ou qui dirigea des démonstrations de Kobudo comme les Sai, c'est-à-dire les tridents courts. Donc, ce qui lui l'enthousiasma encore plus et l'incita à vraiment considérer, à incorporer le karaté dans son idée, dans son projet de transformation des arts martiaux en méthode éducative. Alors, est-ce qu'on justement peut penser que le judo de Kano et le karaté initié par Itosu, c'est-à-dire le Gakko karaté, comme on dit, c'est-à-dire karaté du système scolaire. Donc, est-ce que ces deux arts martiaux sont l'expression d'un même mouvement? Est-ce qu'ils sont les deux faces d'une même pièce? À mon sens, la réponse est amplement positive, tant l'idéologie, les finalités étaient similaires. Autant le judo de Kano s'était éloigné de la Kito-ryu ou de la Tenjin Yoshin-ryu, autant le karaté, pris au sens de main vide, s'était éloigné du Tode, c'est-à-dire Tudi en okinawanais, du Tode, c'est-à-dire la main chinoise. Il suffit par exemple de lire les propos des différents protagonistes de la fameuse réunion qui avait été organisée en 1936 par le quotidien le Ryukyu Shimpo pour s'en convaincre. Donc, on voit bien que Kano et les arts martiaux okinawanais pris dans leur acceptation moderne, voire moderniste, et surtout tournés vers l'éducation, avaient de nombreux points communs, et il n'est pas étonnant que les deux aient souvent été liés. Donc on voit bien au final que le karaté n'a pas attendu de se développer à la métropole japonaise dans les années 1950-1960, notamment sous l'égide de la JICA, et de s'enrober d'une idéologie guerrière et des vertus du samouraï pour muter en méthode d'éducation, alors qu'à l'origine c'était une self-défense. Donc cette méthode d'éducation de l'individu suivait vraiment le même chemin que le judo de Kano, venant lui des jujutsu. Les idées novatrices d'Itosu ont sans doute été renforcées de surcroît par le discours de Kano au cours des années 1920-1930, ce qui a permis d'arriver au karaté qui est pratiqué de nos jours aussi bien à la métropole qu'à Okinawa, où il est plus question de respect entre les partenaires, de former des personnes utiles à la société et limite de rejeter toute violence, alors que encore en 1800, on va dire 1890 et encore plus avant, ce qu'on appelait Ti ou Tigwa, c'est-à-dire le Tudi, était rien de plus qu'une méthode pour protéger les biens et les personnes, avec bien entendu toujours un fond idéologique, comme on voit aussi dans les arts martiaux chinois par exemple, ou les arts martiaux classiques japonais, oui, de formation du caractère, tout ce qui a trait au rapport maître-disciple, bien sûr teinté de néo-confucianisme dans le cas japonais, et qui a débordé bien sûr dans la société okinawanaise, donc sur le Tudi. Voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour.
pour ceux qui sont intéressés aussi dans ce fameux entretien de 1936, qui a littéralement posé les jalons du karaté okinawanais, en tout cas contemporain, je vous encourage à lire Karaté et Kobudo à la source, où je propose un compte-rendu, donc une traduction des idées qui ont été donc mises en avant par les différents protagonistes de cette rencontre. Hein, on le sait, il y a des Miyagi, il y a des Motobu, qui n'est pas très loquace d'ailleurs, il y a Kian, lui aussi un peu réservé, puis il y avait surtout des fonctionnaires, beaucoup de fonctionnaires métropolitains qui étaient en poste à Okinawa et qui ont un peu, comment dire, forcé les maîtres à prendre des décisions pour aller dans le sens d'une modernisation. Donc, Karaté Kobudo à la source en vente sur Amazon, tout comme le karaté en 90 dates, lui aussi en vente sur Amazon. Voilà, on en vient au mot du jour pour terminer. Le mot du jour, c'est comment est-ce qu'on dit le tigre? Eh bien, le tigre, aussi bien si vous parlez de l'animal, du fauve, celui qui est craint, je vous le fais. Donc ça c'est le tigre, voilà les tigres. Et sinon, le tigre, ce qu'on appelle nous pour les signes chinois, les signes astrologiques chinois, mais qui est en fait utilisé dans tout le calendrier traditionnel chinois, c'est-à-dire en fait dans les 12 rameaux, aussi bien au niveau des directions que des heures. C'est aussi donc le tigre. Donc en okinawanais, ces deux caractères se disent, quand vous voulez dire le tigre, c'est Tula. Le tigre en okinawanais, Tula. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.